Merci à nos intervenants. Alors, ce matin, nous allons commencer par une table ronde sur le racisme et les discriminations envers les personnes musulmanes, avec d'abord une intervention de Gilles Manceron sur les racines coloniales de l'islamophobie. Donc Gilles Manceron, historien, co-animateur du groupe de travail Mémoire, Histoire et Archives de la Ligue des droits de l'homme. Et ensuite, nous aurons deux interventions sur le sujet des luttes pour l'égalité et des luttes contre l'islamophobie. Est-ce un seul et même combat ? Par d'abord Vincent Gay, maître de conférence en sociologie à l'université Paris-Cité et membre du laboratoire de changement social et politique, LCSP, et Amar Eni, anthropologue, ancien travailleur social et directeur de formation des travailleurs sociaux. Donc, je vais d'abord passer la parole à Gilles Manceron. Merci. Bonjour à tous. Je n'ai pas pu assister à la première journée de ce colloque, mais je présume, et à voir le programme, les apports ont dû être déjà très, très importants sur l'ensemble des questions que soulève le combat contre l'islamophobie et le concept d'islamophobie. La question qu'on me demande de traiter, c'est les racines coloniales de l'islamophobie. Quelles sont les racines coloniales de l'islamophobie, du racisme envers les populations musulmanes venues de l'empire colonial français? Quel rôle jouent-elles encore aujourd'hui dans l'expression du racisme et dans les discriminations? Alors, la question est vaste, hein. La bibliographie sur le sujet des racines coloniales de l'islamophobie est importante. J'en ai amené quelques exemplaires, si je puis dire, ici, que j'ai prélevés dans ma bibliothèque, mais j'ai pas tout pris. Et c'est vraiment un sujet qui a été balisé, abordé par de nombreux écrits. Je m'appuierai dans l'intervention que je vais faire. Combien de temps on a 20 minutes. Bon, donc, qui doit être forcément concise et ramassée. Je m'appuierai sur deux travaux d'auteurs. Le premier, c'est Alain Ruscio, qui est un collègue et un ami, et qui est membre de notre GT Mémoire, Histoire, Archives, par exemple, et qui a fait, il y a plusieurs années déjà, c'était paru en 2016, je crois, un article sur islamophobie, un mot, un mal, virgule, un mal plus que centenaire. Hein, et il traite donc du sujet de l'histoire de cette islamophobie dans notre société. Et il a fait dans la revue en ligne Orient 21 un article qui a été repris aussi sur le site histoirecoloniale.net dont il fait partie de la rédaction. Bon, donc je m'appuierai sur son écrit et je m'appuierai aussi sur un autre écrit, le livre que Olivier Lecourt-Grandmaison a publié, qui s'appelle « Ennemi mortel » entre guillemets, les origines coloniales de l'islamophobie française. Hein, donc c'est toujours ce même sujet. Et il a publié chez l'éditeur Labrèche. Labrèche, peut-être connaissez-vous, c'est l'éditeur du NPA, en gros. Hein. C'est pas en gros et en détail. Bon, donc vis-à-vis d'Alain Ruscio, j'exprimerai des questions de débat historiographique, si je puis dire. Vis-à-vis de Olivier Lecourt-Grandmaison, j'exprimerai davantage un certain nombre de problèmes qui relèvent plutôt de désaccords dans l'approche de cette question et dans la manière de situer les relations et les représentations dans notre société vis-à-vis de l'islam,
voire dans les sociétés musulmanes vis-à-vis de l'Europe, la France et un certain nombre de principes qu'elle véhicule, parfois du bout des lèvres en les contredisant, hein, laïcité et autres, et parfois c'est plus compliqué, parce qu'il s'est passé des choses en Europe qui ne relèvent pas du fait colonial non plus. Hein, depuis le XIVe siècle jusqu'au XXe, XXIe siècle, il y a des évolutions sociologiques, économiques et intellectuelles en Europe qui sont différentes du colonialisme, voilà, et qu'il faut prendre en compte et qui parfois c'est pas toujours séparé, démêlé. Bon, donc je m'appuierai sur ces deux auteurs et je commencerai par l'écrit d'Alain Ruscio dont j'ai parlé, Islamophobie, un mal plus que centenaire. Alors, il écrit « L'hostilité systématique à l'égard de l'islam est très anciennement ancrée dans la pensée occidentale. D'essence chrétienne, elle prend sa source dans l'esprit des croisades. Ensuite, fleurit pendant l'expansion coloniale et après un temps de latence, reprend vigueur avec la guerre contre le terrorisme, en gros, hein, les années 2000 et surtout après 2015, avec ce choc des attentats terroristes dans la société. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'elle fleurit pendant l'expansion coloniale, cette idée d'islamophobie, hein, et on va y revenir, mais est-ce qu'elle remonte vraiment, est-ce qu'elle est anciennement ancrée dans la pensée occidentale depuis le Moyen-Âge et depuis les croisades? Là-dessus, je pose des questions et il me semble que les croisades et les rapports entre l'Europe et l'islam ont été beaucoup utilisés dans un sens islamophobe au XIXe siècle, surtout dans la seconde moitié de celui-ci, à l'époque de l'expansion coloniale, au moment où on cherchait de bonnes raisons de traiter les musulmans d'être des auteurs de tous les maux, hein, d'être imperméables à la raison, d'être des fanatiques, des barbares, etc., etc., etc. Et il me semble que c'est plutôt une utilisation d'un certain nombre d'épisodes historiques médiévaux, si je puis dire, qui a été faite au XIXe siècle. Et j'en donnerai quelques exemples, notamment, par exemple, Alain Ruscio dit la culture historique des Français est intimement liée à des affrontements avec le monde arabo-musulman. Demandez aux gens, dit-il, quelques dates de l'histoire de France et vous aurez inévitablement Poitiers, par exemple, 732, parmi les dates, les rares dates que les Français peuvent citer, donc Poitiers, et puis Charles Martel, par exemple, hein, donc lié à l'épisode au récit de Poitiers, et Roncevaux aussi. Il est clair que la chanson de Roland, même si on s'est rendu compte après coup qu'il s'agissait pas des Sarrasins, mais il s'agissait d'une armée de Basques qui combattait l'armée monarchique royale. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très présent dans la mémoire, mais c'est une construction. Cette islamophobie du 19e est une construction et elle s'est directement implantée dans ce qu'on peut appeler le récit national, voire le roman national français, qui a été porté, y compris par l'école. Hein, et l'école républicaine, elle aussi, a porté un certain nombre d'idées qui nous apparaissent comme fausses historiquement. Il y a des collègues qui ont travaillé sur Poitiers, sur la bataille de Poitiers. Il y a des collègues qui ont travaillé sur
l'épisode évoqué dans la chanson de Roland, etc., et qui ont bien pointé l'écart entre le déroulement des faits et la construction du récit qui en a été faite. Et on pourrait aussi faire référence au fait que, oui, Martel, c'est-à-dire le Front National, je ne sais pas si vous en souvenez, a trouvé que ça serait une bonne idée il y a une ville qui s'appelle Martel, dans le Lot, il y a même une section de la Ligue, et vous y étiez, c'est très bien, elle s'est fondée à un moment où le FN avait trouvé qu'il fallait honorer l'hommage rendu à Charles Martel par les gens qui avaient intitulé ainsi cette ville, cette petite ville du Lot. Et en fait, ça n'a aucun rapport avec Charles Martel, une autre étymologie, et donc c'est une opération de détournement et d'instrumentalisation totale de l'histoire, hein, à laquelle l'extrême droite, dont l'extrême droite est familière, hein, puisque, bon, on ne va pas partir sur les instrumentalisations de l'histoire, c'est un autre sujet sur lequel on a décidé de travailler, mais l'extrême droite fait n'importe quoi, hein, sur ce sujet-là, dans la lignée du Puy du Fou et d'autres opérations de communication. Donc Martel, une fabrication de l'extrême droite. Il fabrique une histoire, en quelque sorte. Donc, c'est une construction, l'islamophobie, essentiellement du XIXe siècle, à l'époque de l'expansion coloniale, hein, dont vous avez bien sûr les repères historiques, hein, en mémoire, hein, 1830, la prise d'Alger, l'expédition décidée par Charles X et qui aboutit, qui commence la conquête de l'Algérie, parce que ça va durer longtemps, jusqu'à la fin du siècle, du 19e. Donc, il y a l'Algérie et il y a plein d'autres territoires qui sont également conquis, notamment en Indochine, hein, et Madagascar, par exemple. Et j'ai publié un petit bouquin qui s'intitule « Le tournant colonial de la République » dans La Découverte Poche, qui reprend les débats parlementaires de l'année 1885. En 1885, il y a eu, pour la première fois depuis les débuts de la Troisième République, un débat sur la colonisation. Est-ce qu'on doit s'y mettre, nous républicains, nous Troisième République? Est-ce qu'on doit y aller aussi, comme l'avaient fait les régimes monarchiques et le Second Empire? Et il y a un débat très vif, où il y a une opposition d'un certain nombre de républicains à l'idée coloniale, hein, y compris Georges Clemenceau, futur Dreyfusard, avant d'évoluer ensuite une longue carrière politique et par la suite, mais à ce moment-là, il est contre le principe des conquêtes coloniales. Et d'autres, il n'est pas tout seul. Et quand il s'affronte à Jules Ferry, parce que Jules Ferry, c'est comme Ernest Renan, dont on va reparler, il y a à boire et à manger, c'est le moins qu'on puisse dire chez Jules Ferry. L'école ouverte à tous, etc., c'est une chose auquel dont on doit lui rendre, sur laquelle on doit lui rendre hommage. Mais il y a aussi les races supérieures et les races inférieures et la légitimité de la colonisation. Alors, lors de ce débat, ces deux débats, il y en a deux dans l'année 85, un qui porte sur les crédits pour Madagascar et l'autre sur les crédits pour le Tonkin. Et c'est là où Jules Ferry-Tonkin, comme on l'a parfois appelé dans des caricatures et dans des polémiques de la presse, a été obligé de démissionner. C'était la chute de son ministère.
Donc, des débats sur la question coloniale, des anticolonialistes républicains, qui entendent Jules Ferry dire ces énormités sur les races supérieures et la légitimité de civiliser les barbares, alors que nous, on est les civilisés, les autres, c'est des barbares, quand ils sont sur d'autres continents. Eh bien, ils protestent, et l'un d'entre eux s'écrit, par exemple, « Je ne comprends pas que nous n'ayons pas été unanimes à nous lever pour protester contre vos paroles. » À Jules Ferry. Il s'adresse à Jules Ferry, et il constate l'écart entre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclame les droits pour tous, et le fait que Jules Ferry dise oui, mais c'est pas fait pour tout le monde. Il dit même, Jules Ferry, les droits de l'homme n'ont pas été écrits pour les Noirs de l'Afrique équatoriale. Donc là, c'est cash, quoi. Bon, donc c'est un débat important, et la République bascule à partir de ce débat de 1885 dans la politique coloniale, reprend à son compte la politique coloniale. Et c'est à ce moment que l'islamophobie va être utilisée comme un argument pour justifier celle-ci. Car ces peuples réputés barbares et qu'il faut civiliser, eh bien, ils sont tous décrits comme étant inférieurs, de différentes façons. Ils ne sont pas décrits tous de la même façon. Par exemple, au milieu du XIXe siècle, il y a aussi, dans les années 1850 du Second Empire, il y a aussi la prise de possession des îles du Pacifique, par exemple, Polynésie, Tahiti et la Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Et l'image qui en est donnée, j'ai un petit bouquin qui s'appelle Cannibale et Vainé, donc qui porte sur les représentations des indigènes du Pacifique. Elles sont pas les mêmes que les musulmans. Elles sont pas les mêmes que les Indochinois. Là, c'est Cannibale et Vainé. Cannibale, c'est pour la Kanaki Nouvelle-Calédonie, et Vainé, c'est pour la Polynésie. Bon. Non, mais bon. L'appellation Kanaki est anachronique, j'en conviens. Mais la Nouvelle-Calédonie, c'est une appellation qui lui a été donnée à partir de cette... On ne va pas discuter longuement sur le sujet. On va en revenir à l'islamophobie et aux Arabes. Alors les Arabes, eux, sont l'objet d'une construction, d'une représentation construite, comme quoi, alors eux, c'est des barbares, bien entendu, comme les autres, mais plus précisément, ils sont décrits comme violents, comme imperméables à la raison, imperméables à d'autres contacts, à d'autres échanges avec d'autres peuples ou d'autres religions. Et il y a une construction de l'islamophobie qui repose notamment sur une islamophobie savante. Et le principal fondateur de cette islamophobie savante, c'est bien sûr Ernest Renan, professeur au Collège de France, qui lui aussi était un opposant à Napoléon III, qui était donc un républicain, qui avait été même viré du Collège de France sous le Second Empire, et qui revient au début de la Troisième, etc., mais il commence à travailler sur ces sujets de prédilection déjà dans les années du Second Empire. Et lui, il construit tout un discours qui est la base de l'islamophobie savante, et comme quoi les Arabes, les musulmans, comme l'ensemble des peuples auxquels il associe le judaïsme, sont quelque chose qu'il faut combattre. Et heureusement que l'Europe chrétienne s'est débarrassée de l'origine juive de sa religion, écrit-il, Renan,
Hein, je ne sais pas si je vais retrouver, mais je vais peut-être pas me noyer dans les citations à retrouver, car le temps est limité. Donc il dit en gros il écrit une vie de Jésus, hein, Ernest Renan, et il récupère le christianisme, si je puis dire, sous un angle, on peut presque dire, non clérical. Hein. Il n'appartient pas à l'Église catholique, hein, notamment, mais il rend hommage à Jésus-Christ. Hein. Et donc, il fait un éloge de Jésus-Christ et il félicite l'Europe chrétienne de s'être débarrassée de l'enracinement judaïque de ses références religieuses. Hein. Voilà. Et ça va être un peu la doctrine sur laquelle la colonisation s'opère dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec une forme de réconciliation, d'union sacrée, de rassemblement contradictoire des laïcs partisans de la séparation. Hein, on va commémorer l'université d'automne, la loi de 1905, hein, le combat pour la séparation, qui opposait donc l'Église catholique en France aux partisans de la séparation. Eh bien, dans l'espace colonial, il y a une union sacrée qui s'opère. Hein, on va pas rentrer dans les détails, j'en ai pas le temps, mais le toast du cardinal Lavigerie est un exemple, et le renoncement à l'anticléricalisme, qui ne serait pas un article d'exportation. Hein. Donc, quand on est chez les barbares, hein, on arrête nos petites querelles franco-françaises, séparation ou pas, cléricalisme ou pas, hein, en gros. Et alors là, il y a une espèce de construction d'une image de l'islam comme étant quelque chose de rétrograde, complètement fermé à l'influence de la raison. Alors on pourrait citer des auteurs. Il y a un dénommé Van Gennep qui écrit un ouvrage sur la mentalité indigène en Algérie, parce que c'est ça l'utilité. Pourquoi on se met à réfléchir aux croisades ou à la naissance de l'islam? Parce qu'on a un problème en Algérie de dominer ce pays. Et on a besoin de gens qui donnent des arguments scientifiques, entre guillemets. Donc, Arnold van Gennep, eh bien, il reprend et il vulgarise ce qu'a dit au Collège de France Ernest Renan, sous une forme brutale et directe. C'est évident, l'islam est une force de mort et non une force de vie. Bon, c'est clair, quoi. Et donc, il y a une vulgarisation de cette analyse, invention que Ernest Renan échafaude, notamment à travers ses cours au Collège de France et ses différents écrits. Combien il me reste? Combien? 1 minute 30. Oh là là là. Bon, alors, je vais essayer d'accélérer, parce que après cette construction liée à la conquête et à ses besoins de justification de celle-ci, notamment pour l'Algérie, qui est quand même le gros morceau de l'empire colonial français. Mais il y a aussi de l'islam en Afrique occidentale, bien entendu. Et alors là, il y a un débat que je mentionne simplement entre les partisans au sein de l'administration coloniale et de ce qu'on appelle la politique coloniale ou la politique arabe de la France, politique musulmane même parfois, de la France. Il y a un débat entre des gens qui dénoncent l'islamophobie de certains de leurs collègues parce qu'ils les trouvent trop adversaires de l'islam. Il y a deux courants et il y en a un qui
est partisan de transiger, de négocier, et que c'est pas si mal que ça, l'islam. Ce n'est pas... Alors, voilà, mais j'ai pas le temps de développer. Il y a par exemple quelqu'un comme Maurice Delafosse, qui dit... qui tient ce genre d'argumentaire et qui conteste ce qu'ils appellent l'islamophobie. Ce qu'ils désignent sous ce terme-là, c'est leurs collègues au sein de l'administration coloniale qui sont trop anti-musulmans. Il dit c'est pas vrai, et il y a toute une tradition, je pourrais pas dire islamophile au sein de la colonisation française, mais pour faire, si on peut le dire, y compris Lyotet. Lyotet, au Maroc, il est très admiratif de cette société qui lui rappelle peut-être quelque part l'ancien régime monarchique parce que c'était plutôt un royaliste. Mais en tout cas, il n'est pas pour une lutte contre l'islam, quoi. Et donc, il y a une querelle interne à l'administration coloniale. Et simplement, ce que je voudrais dire, c'est que l'islamophobie, alors c'est là où je rejoins Alain Ruscio, elle a ressurgi après un temps de latence, effectivement, dans les années 90-2000, après l'affaire du foulard de Creil, rentrée scolaire 89. Elle ressurgit, cette question, avec un nouveau positionnement. Et parmi les nouvelles formes que prend cette islamophobie récente, eh bien, l'article de Caroline Fourest et Fiametta Wener dans la revue Pro-Choix en 2003, il est tout à fait symptomatique et fondateur, parce que ces deux autrices, elles invoquent le féminisme, éventuellement les droits à la LGBTQI, et en tout cas des valeurs et la laïcité. Le titre de l'article en question, je pourrais vous le citer, mais on n'a pas le temps, il comprend le mot laïcité. Donc c'est un combat au nom de la laïcité. Bon, et d'autres choses. Et voilà, et c'est une forme nouvelle que prend l'islamophobie. Alors voilà, je voulais simplement mentionner, pardon de dépasser un peu mon temps, la divergence que j'ai avec Olivier Lecourt-Grandmaison, parce que j'ai parlé de différences d'approche ou de débats que j'ai avec quelqu'un comme Alain Ruscio, mais ça c'est un débat historiographique normal, hein. On n'est pas tous d'accord sur tel ou tel point. Mais ça me semble plus fondamental avec Olivier Lecourt-Grandmaison, qui est aussi quelqu'un qu'on retrouve dans un certain nombre de combats anticolonialistes, etc. Mais il me semble que dans son ouvrage « Les origines coloniales de l'islamophobie française », il passe sous silence un certain nombre de phénomènes qui se produisent en Europe simultanément au fait colonial, à l'expansion coloniale, mais qui ne sont pas intrinsèquement liés à celle-ci. Je pense notamment à la séparation de l'espace religieux de l'espace politique. Et cela, ça se produit du 14e à la loi de séparation de 1905, un long processus, les universités, etc. Et donc, cela, ça se produit en Europe et en France. Et il faut le regarder et il faut le reconnaître comme important. Et dans le monde arabo-musulman, se produit-il la même chose? La question est posée, même s'il y a des choses intéressantes qui se produisent en Égypte à tel ou tel moment, etc., sur ces sujets-là. Donc c'est une question dont je trouve que certains pourfendeurs de l'islamophobie, je pense qu'ils font l'impasse sur celle-ci, et qu'ils ont donc une diabolisation de l'Occident, mais l'Occident c'est aussi la loi de séparation de 1905, dont les oulémas algériens demandaient l'application. Donc c'est très compliqué, mais il n'y a pas que le fait colonial
en Europe. Il y a d'autres éléments fondamentaux dans l'histoire européenne. Merci et pardon d'avoir été un peu long. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention très riche, Gilles Manceron. Je vais passer la parole à Vincent Guay. Donc on va parler désormais des luttes pour l'égalité et des luttes contre l'islamophobie, un seul et même combat. Merci, on m'entend bien là, c'est bon? Ouais. Merci. Moi, je vais essayer de revenir en fait sur certains moments de cette histoire croisée, et dont j'essaierai de dire deux mots aussi sur ce croisement, sans prétention à l'exhaustivité, mais juste pour souligner effectivement comment la question du racisme anti-musulman et de l'islamophobie a traversé ce qu'on appelle on a appelé dans le titre les luttes pour l'égalité, mais que je préciserai un petit peu. Et je m'arrêterai d'abord sur un moment un peu peut-être oublié sur les années 80, et puis ensuite essayer de décrire un peu en gros la constitution d'un pôle militant de résistance à l'islamophobie. Alors d'abord, effectivement, de quoi on parle? Les luttes pour l'égalité, ou on va dire, pour moi, je dirais donc les luttes de l'immigration, en particulier de l'immigration postcoloniale, qui ont marqué durablement l'histoire française depuis en gros un demi-siècle, et qui a connu différents âges, différentes phases. Donc on a eu effectivement le moment marqué par les mobilisations de travailleurs immigrés dans les années 68, notamment dans les usines, dans les foyers, l'émergence de nouveaux acteurs qu'on appelle un peu rapidement à l'époque de deuxième génération, en particulier autour de la marche pour l'égalité contre le racisme de 83, mais avec au-delà de cette marche, toute une série de luttes contre les discriminations, les violences policières, dans un climat à l'époque de recrudescence des crimes racistes. On a eu effectivement à la fin des années 80 et dans les années 90 toute une série de constitutions de collectifs de quartiers, d'associations comme le mouvement Immigration Banlieue, puis plus tard le Front uni des quartiers populaires, etc., etc. Et puis dans les années 2000, autour notamment des révoltes urbaines en 2005, des questions de la violence policière, une recomposition du mouvement antiraciste dans lequel la question de l'islamophobie va apparaître, mais bien sûr à côté d'autres enjeux. Donc on a une histoire relativement longue qui mêle des questions autour de l'égalité des droits, de l'antiracisme, mais aussi effectivement de la prise en charge des mobilisations par les premiers concernés, comme on dit aujourd'hui. Dans cette mosaïque de lutte et dans cette histoire donc qui commence à être une histoire longue, effectivement, une dimension n'est pas toujours simple à saisir, c'est la question religieuse et la façon dont celle-ci a fait l'objet de mobilisation. Et bien sûr, on pense en particulier à l'islam, qui est à la fois une religion minoritaire au sein de la société française, mais on peut estimer qu'elle est sans doute majoritaire chez bon nombre d'acteurs et d'actrices des luttes pour l'égalité des droits. Et ce fait-là a longtemps été tu ou invisibilisé. Alors, on peut se poser la question, pourquoi cette invisibilisation? Une partie tient effectivement à un passé colonial qui ne passe pas. Un parti a aussi à ce qu'on peut appeler un biais séculariste, qui a pu empêcher de prendre en compte la question religieuse dans les luttes de l'immigration. Je cite deux sociologues, Zahra Ali et Sonia Dayan-Herzbrun, qui écrivaient en 2017 qu'il existe un refus d'admettre, au nom d'une modernité sécularisante et évolutionniste, que le religieux en tant que tel puisse être moteur de lutte, de libération, d'égalité et de justice sociale. Et puis effectivement, l'idée que en France, la sécularisation est un marqueur d'identité nationale, y compris en s'appuyant sur les enjeux plus ou moins de façon utilitariste de la laïcité. Donc l'idée que finalement, compris dans les mouvements de gauche, etc., que l'émancipation est antagoniste, contradictoire avec l'idée de pratiquer une religion est très fortement présente dans nos cultures militantes traditionnelles, et donc ça a sans doute été
constitue une difficulté à intégrer la question religieuse et la façon dont la question de l'islam pouvait aussi être un vecteur de discrimination. Alors bien sûr, les contextes historiques ont largement évolué en 50 ou 60 ans, et je voudrais d'abord, avant de revenir à l'histoire très proche de nous, évoquer un moment où on voit justement la façon dont la question des luttes de l'immigration et de la question de l'islam et de ce qu'on n'appelait pas à ce moment-là l'islamophobie a pris corps. Cet événement que je vais évoquer d'abord, c'est les grèves de l'automobile dans les années 80. Puisque on est dans un contexte effectivement d'explosion, de montée en tout cas très très importante et de visibilité des luttes d'OS immigrés dans les usines de l'automobile, en particulier de la région parisienne. Donc des grèves qui vont agiter les usines pendant plusieurs mois pour les salaires, les libertés syndicales, en gros pour l'égalité des droits. Ce vocable d'égalité des droits, il est plus ou moins employé clairement, mais voilà, on peut résumer ça à cela. En même temps, dans un contexte de volonté patronale de restructuration de l'industrie automobile, avec l'idée qu'il faut commencer à se débarrasser de la main-d'œuvre immigrée, et puis un contexte politique qui est aussi les premiers mois de la gauche au pouvoir. Ces grèves vont faire l'objet d'un certain nombre de discours, de réactions, côté syndical, politique, patronal. Elles sont souvent, c'est une des polémiques qui apparaît dans l'année 82, décrites comme des grèves d'immigrés, c'est-à-dire des grèves d'immigrés qui ne seraient pas exactement des grèves classiques, au sens où on particularise les acteurs principaux, et d'ailleurs on particularise aussi le syndicalisme qui aurait été pris un peu en otage, ou en tout cas dans lequel les immigrés auraient pris le pouvoir. Donc il y a déjà une anomalie qui est énoncé par certains discours patronaux ou autres sur cette place trop importante prise par les OS immigrés dans les conflits sociaux. Mais au début de l'année 83, il y a une autre polémique, un autre degré de polémique qui apparaît, une autre caractérisation, puisque on va, je vais préciser parler de grève musulmane ou de grève sainte parfois, elles sont qualifiées de telle façon. Alors, la question de l'islam est remodelée à ce moment-là, et la question des pratiques des ouvriers musulmans est recodée, réinterprétée de cette façon-là. Jusque-là, l'islam existe comme pratique relativement discrète, mais complètement acceptée dans la plupart des lieux de travail. Il est plutôt vu comme un facteur de régulation sociale. D'ailleurs, Paul Dijoux, en 76, le secrétaire d'État en charge des travailleurs émigrés, incite le CNPF, donc ancêtre du MEDEF, à installer des salles de prière dans les usines et à respecter les principales fêtes musulmanes sur le lieu de travail. Donc l'islam n'est pas un problème en réalité. C'est à partir du moment où il se mêle aux luttes pour l'égalité, qu'il se mêle aux grèves, qu'il devient un problème. Et c'est sa visibilité pendant les conflits sociaux qui va en faire une nouvelle question. Alors, en particulier, donc effectivement, on voit dans les médias des prières sur les parkings sur lesquels les grévistes sont présents. Et puis, on va avoir toute une série d'analyses qui vont émaner des directions d'entreprise, selon lesquelles la question de l'islam est mobilisée comme facteur d'hostilité au patronat, comme élément qui est utilisé par la CGT pour mobiliser les ouvriers. Donc l'idée vraiment que, en gros, on a affaire à un nouveau phénomène, incompris les directions d'entreprise, qui semble vraiment menacer les usines. Bon, ça pourrait en rester là, ça pourrait en rester à une polémique, on va dire hostile à la CGT, classique. Le problème, c'est qu'on est effectivement sous un gouvernement de gauche qui a soutenu pour partie les premières grèves. Et puis, au début 1983, on a plusieurs déclarations de ministres, et non des moindres, puisque donc on a d'abord Gaston Defferre qui, évoquant les grèves, parle du rôle d'intégriste de chiites dans ces grèves. Mauroy qui va, donc Premier ministre, déclarer donc les principales difficultés sont posées par des travailleurs immigrés agités par des groupes religieux et politiques qui se déterminent en fonction de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales françaises. Et puis Jean Auroux, donc ministre du Travail, donc qui est particulièrement concerné par ces conflits, et qui va effectivement
évoqué à plusieurs reprises ce fait-là. Alors, j'avais préparé l'ensemble des citations, mais je vais pas vous les lire tous, mais quand même quelques extraits. L'expression religieuse ne peut pas être institutionnalisée dans les entreprises qui sont avant tout des lieux de travail. S'il est prouvé que des influences extérieures d'inspiration religieuse ou politique ont pesé sur le comportement des immigrés en grève, alors le gouvernement prendra ses responsabilités. Nous ne tolérerons pas ces attitudes qui compromettent la réussite des entreprises en agissant contre l'intérêt national, etc., etc. Il y a à l'évidence une donnée religieuse et intégriste dans les conflits que nous avons rencontrés, qui leur donne une tournure qui n'est pas exclusivement syndicale. Lorsque les ouvriers prêtent serment sur le Coran dans un mouvement syndical, il y a des données qui sont extra-syndicales. Un certain nombre de gens sont intéressés à la déstabilisation politique ou sociale de notre pays parce que nous représenterons trop de choses en matière de liberté et de pluralisme. Alors, il me semblait intéressant de revenir sur cet épisode parce que il est à mon avis symptomatique à ce moment-là. D'une part parce que le fait que ces choses-là viennent de la gauche, mais aussi que la référence à l'islam radicalise les frontières entre le eux et le nous, entre l'étranger et le national, le syndical et l'extra-syndical, les groupes religieux soi-disant intégristes contre les réalités sociales françaises, etc., etc. Donc à la fois on a un déplacement des regards sur les luttes ouvrières qui mettent à distance les racines sociales des conflits, des appartenances collectives liées au travail, auxquelles on substitue une identité religieuse qui est vue comme potentiellement dangereuse. Et puis, cette focalisation sur l'islam efface la dimension égalitaire de ces conflits, en particularisant l'identité sociale des ouvriers immigrés, au contraire d'autres acteurs qui vont justement penser l'articulation entre cette question du respect, on va dire, des croyances et des pratiques religieuses et par ailleurs une égalité des droits plus fondamentale. Et donc l'autre élément pour lequel c'est important aussi de revenir sur cet aspect-là, c'est aussi qu'il y a quand même un certain nombre de réactions contre ce qu'on n'appelle pas encore l'islamophobie, mais qui montre aussi une compréhension à ce moment-là de certains acteurs syndicaux, associatifs, y compris politiques. Un exemple parmi d'autres, un tract de la CFDT qui s'intitule « Nous sommes tous des intégristes chiites ». Je suis pas sûr qu'aujourd'hui on pourrait avoir ce même genre de tract. Et le syndicat qui explique qu'il respecte l'identité culturelle comme richesse réciproque dans la connaissance des hommes et des nationalités, et qui refuse toute attitude, y compris celle de Monsieur Defer, qui galvaude et réduit à moins que rien la libre expression, y compris religieuse, des travailleurs. Bon, l'enjeu, effectivement, dans toute cette histoire, c'est l'expression ou le refus de cette idée d'incompatibilité de la pratique de l'islam avec les luttes sociales, les luttes syndicales, les luttes pour l'égalité, et la façon dont justement l'islam est utilisé pour détourner justement cette question égalitaire. Et puis on va retrouver d'autres éléments qui vont aussi effectivement avoir des échos par rapport aux périodes ultérieures sur la question de l'intégration, sur la question de la peur démographique ou sécuritaire qui concerne les musulmans. Alors cet épisode, il n'a pas vraiment de suite. Enfin, il crée polémique, il y a des petits traits d'urgence, mais effectivement, la façon dont cette question-là apparaît dans l'espace de l'usine est relativement restreint à ce moment-là. Par contre, effectivement, on va avoir ensuite c'est dans d'autres espaces que cette question de l'islamophobie et de la résistance face à l'islamophobie va se dérouler. Alors, premier moment, peut-être 1987. Jacques Chirac instaure une commission sur la nationalité, donc on est en plein débat, donc retour de la droite, Pasqua Chirac, etc. Donc dans cette commission sur la nationalité, il y a tout un débat autour de l'islam qui est d'un point de vue relativement consensuel parmi un certain nombre d'acteurs qui sont auditionnés dans cette commission, vu comme un problème, un obstacle à l'intégration, mais pour autant le constat général est que il y a un faible degré de pratique religieuse des enfants issus de l'immigration, en particulier de l'immigration postcoloniale, qui laisse à penser que finalement, bon an mal an, ces enfants-là seront pris dans un processus d'intégration qui est en marche et qui va diluer en gros la question de l'islam.
donc 87, mais ça a ressurgi effectivement en 89. Ça a été évoqué avec à la fois la question du foulard de Créteil, de Creil, pardon, mais aussi connecté à un contexte international, puisque 89 c'est quelques mois après la publication des versets sataniques de Salman Rushdie et toute la polémique suite à la fatwa qui le cible. Et c'est aussi un élément important qu'on voyait déjà dans les grèves des années 80, qu'on retrouvera dans les années 2000, cette connexion systématique entre, on va dire, fait national ou polémique nationale et internationalisation du débat. Les années 90, on a un premier élément d'une dynamique autour d'associations qui sont fondées par de jeunes musulmans dans plusieurs villes, en particulier à Lyon, et donc avec l'Union des jeunes musulmans par exemple, qui est créée en 87, et puis au début des années 90, le collectif des musulmans de France. Et ce premier moment, qui est cette première forme associative de jeunes musulmans intéressante, puisque c'est d'abord c'est des associations qui vont avoir un investissement dans le champ civique, qui vont faire campagne, par exemple, pour l'inscription sur les listes électorales ou municipales de 95, et puis qui vont nouer un certain nombre de liens, notamment avec ce qui va être ultérieurement le mouvement altermondialiste. Au début des années 2000, on a un moment constitution un peu importante au niveau de la lutte contre l'islamophobie. 2003, Vincent Gesser publie donc la nouvelle islamophobie. Mouloud Aounid, président du MRAP, organise à l'Assemblée nationale une conférence qui s'appelle du racisme anti-arabe à l'islamophobie. Et puis c'est aussi l'année de création du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Cette dynamique qui émerge en 2003, elle va s'élargir à partir de 2004, en particulier suite au vote de la loi pour l'interdiction des signes religieux à l'école, avec la création du collectif pour une école pour tous et tous, contre les lois d'exclusion, qui va être un lieu d'alliance avec des militants venant de diverses origines, associations musulmanes, partis de gauche, syndicats, etc., et qui va faire émerger une nouvelle génération et un nouvel espace militant contre l'islamophobie qui va s'articuler avec d'autres traditions de l'antiracisme politique et qui va particulièrement se focaliser autour de l'école et notamment, après la loi de 2004, autour de l'exclusion des mères voilées lors des sorties scolaires, avec la circulaire Châtel en 2012, et donc qui va provoquer la création de plusieurs collectifs, Maman toutes égales à Montreuil, Sortie scolaire avec nous au Blanc-Ménil, collectif Toi plus moi plus ma maman dans l'Oise, Mon enfant, l'école et moi dans le Val d'Oise, etc., etc. Ces collectifs vont permettre la visibilisation de cette question des sorties scolaires avec un argumentaire qui va permettre justement de mettre en lumière plusieurs choses. D'abord, effectivement, l'image universelle classique, un peu de la mère qui est difficilement condamnable, qui va pouvoir créer quand même une forme d'identification, la souffrance et l'humiliation des enfants concernés par ces interdictions, et puis le fait que effectivement cet appareil législatif, cette circulaire Châtel pèse effectivement sur des femmes et sur des populations défavorisées et discriminées d'un point de vue socio-économique, et que ça ajoute à cet ensemble de discriminations. Donc la question de l'école va être importante, mais elle va aussi effectivement, cette lutte contre l'islamophobie, s'étendre plus largement. En 2013, on a une conférence universitaire internationale à l'EHESS en co-organisation avec Berkeley, un forum contre l'islamophobie qui se développe, une grande marche de la dignité en 2015, et puis jusqu'à la manifestation qui a fait grand bruit encore jusqu'à aujourd'hui en 2019 et dans lequel il y a un certain nombre d'acteurs qui vont se retrouver, qui là aussi on est encore dans une phase d'élargissement, on sort de strictement les antiracistes, etc. et on va avoir la CGT et d'autres acteurs qui vont être partie prenante. Le dernier élément, mais je vois que mon temps est dépassé, j'y reviendrai peut-être dans le débat, c'est la question dans toute cette période de l'usage du droit comme accès à la citoyenneté et comme accès à la lutte politique, qui est très importante, notamment à travers le CCIF, et de toute cette histoire, en rediscuter un petit peu. Effectivement, on va retrouver
énormément de points de similarité avec les luttes antérieures pour l'égalité qui se sont menées dans les décennies précédentes, dont l'usage du droit est un élément parmi d'autres. On pourra revenir dans la discussion sur la situation aujourd'hui, puisque à partir d'une phase, on va dire, d'une croissance et d'un développement de cet espace militant-là, on a aussi des retours en arrière, on a aussi effectivement des blocages, hein, des blocages notamment institutionnels et politiques, hein, qui font que cette lutte-là reste extrêmement fragile et ses acteurs extrêmement menacés et réprimés, comme l'interdiction du CCIF l'a prouvé encore dans les années précédentes. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, des papiers circulent dans la salle et vous pouvez aussi laisser vos questions sur Zoom, tout en sachant qu'on devra terminer à 12h, parce qu'aujourd'hui, en fait, les tables rondes de l'après-midi commencent à 13h. Donc, je vais laisser la parole à Amar Eni, toujours sur ce thème des luttes pour l'égalité et lutte contre l'islamophobie. Alors, tout d'abord, bonjour, merci de votre invitation. J'avais préparé un document, mais qui ressemble étrangement à celui de Vincent, même si je voulais parler d'autre chose, donc je vais essayer de l'organiser autrement. Juste pour ma part, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, moi je suis moins optimiste que vous sur la question de l'islamophobie, et je pense que c'est une bataille qu'on perd et non qu'on gagne. Et je ne sais pas comment on peut mobiliser, mais voilà, en tout cas de ce que je traverse dans mes pratiques, qu'elles soient universitaires ou politiques ou professionnelles, c'est une bataille qui est difficile à gagner pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la gagner, mais en tout cas pour l'instant elle est très 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 en difficulté. Je voudrais revenir sur 2-3 points. Je me disais tout à l'heure, il y a 3 séquences pour moi qui marquent, parce que je vais essayer d'interpréter, enfin de réfléchir cette question, mais d'un point de vue très subjectif et non objectif. Et donc moi j'ai comme souvenir, en premier lieu, j'aimerais rappeler quand même le discours de Jacques Chirac et de Valéry Giscard d'Estaing en 1976, sur lequel il invitait les gens, enfin il invitait le pays à dire, quand il y a 900 000 chômeurs et 2 millions d'ouvriers, le chômage n'est pas insoluble. C'est quelque chose qui est important dans les années 76. Hein. Il avait dit ça sur une grande chaîne de télévision. Bon, je me souviens plus laquelle, mais en tout cas, c'est un discours là. Revenir aussi en 2 mots aussi sur le discours d'Orléans de Jacques Chirac, quand il parlait du bruit et de l'odeur, qu'il expliquait qu'à un moment donné, que il comprenait les gens sur le fait que quand il y a trop d'immigrés, qu'il y a trop de choses comme celle-ci, donc il comprenait qu'à un moment donné, il pouvait y avoir de la violence. Et donc, mon propos est de dire qu'aujourd'hui, enfin, la question de l'islamophobie, la façon dont c'est organisé, elle s'est construite, alors vous l'avez expliqué très bien tout à l'heure, c'est une fiction, c'est un récit, et j'ajouterai sur le récit et la fiction qu'elle s'est organisée au travers de ce que je nomme des mots corrompus. Par exemple, si on parle d'issue de l'immigration, on entend tout le temps, moi je vais avoir 65 ans, je suis issu de l'immigration, et je suis toujours issu de l'immigration. Bien que ma mère elle soit française, je suis issu de l'immigration. On parle de première, deuxième, troisième, cinquième génération. Il y a des mots qui portent des énoncés politiques ou intellectuels qui disent pas leur nom et qui convoquent autre chose. Sur la question que Vincent soulevait sur la question de de la gauche avec la confessionnalisation des grèves d'ouvriers, il faut aussi un peu le remettre dans son contexte. C'était au même moment donné où il y avait le Shah d'Iran qui était en grande difficulté avant d'être chassé, et que l'idée de convoquer immigrés pour chasser le mot ouvrier permettait. L'idée, c'était en convoquant l'idée d'immigrés, c'était déjà à l'époque convoquer immigrés clandestins, immigrés terroristes, immigrés tout ça, hein, et avec musulmans, tout ça. Il y avait une volonté, donc c'est ce que je nomme aussi des mots corrompus. Au travers de immigrés, on convoquait d'autres catégories avec lesquelles il y avait une politique qui allait se faire. D'ailleurs, si on reprend dans ce temps-là, le mot ouvrier, déjà dans les discours politiques d'une certaine gauche, ou à mon avis qui n'était pas de gauche, mais en tout cas qui s'affirmait de gauche, le mot ouvrier était banni du discours. Si on relit les textes, on voit ça. Et donc, je pense
quelque chose en tout cas qui a à retenir de mon point de vue, c'est que tant qu'il y avait un système, un fonctionnement basé sur des classes, la classe ouvrière ou des luttes des classes, à mon sens, même si, parce que le racisme, en tant qu'enfant ou autre, j'ai toujours vécu ça, j'ai toujours vu. Là, c'est parce qu'il y avait un fonctionnement des classes où on se reconnaissait d'abord sous la figure d'ouvrier ou d'enfant d'ouvrier qui permettait de maintenir une cohésion. Dès lors que les systèmes économiques, et notamment ce que vient de citer Vincent sur la question, en tout cas je le date de cette manière, dans les années 80, 83, où à un moment donné on a banni cette idée de classe ouvrière et puis qu'elle n'a pas su à nouveau s'organiser, qu'il n'y avait pas d'autre chose. À partir de là, je pense que cette figure, en tout cas du travail, cette figure de la classe ouvrière et tout, les gens se sont repliés sur des questions, à mon avis, des repères identitaires plus ou confessionnels, plus que sur une question autour de la figure du travail. Un autre temps sur lequel je voudrais insister, parce que comme je sais qu'il faut aller vite et qu'on ne peut pas tout développer, moi je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy. Et je veux dire, celui-là, il est horrible quand même quand on regarde, quand on relit ce qu'il raconte sur la déchéance de nationalité, sur l'idée que délinquance et immigrés sont de connivence. Il y a quelque chose d'extrêmement grave sur ce qui a été développé. Alors il y a eu des luttes, des combats, il y a des gens qui se sont exprimés, il y a des choses qui ont été dites là-dessus. Il y a eu mais en réalité, pas tant que ça en réalité. Il y a eu, mais à mon sens, c'est bien insuffisant sur cette question-là. Ensuite, il faut se rappeler aussi, il y a eu dans le cadre toujours de Nicolas Sarkozy, de mémoire, il y a eu la question de selon un rapport de l'IRSEM, où il s'agissait de dire qu'il y avait des problèmes dans les quartiers populaires ou les banlieues. Donc ce rapport disait qu'il fallait, dès la naissance, ou voire même avant même la naissance, en gestation, définir si les enfants n'avaient pas des soucis d'ordre, je sais pas, si le père était alcoolique, s'il était déjà religieux, s'il était homophobe, je sais pas. Et donc on classifiait déjà des choses où on catégorisait déjà l'idée d'une menace et pas de n'importe quelle. Et donc elles étaient aussi portées beaucoup sur les habitants des quartiers populaires. Donc c'était l'idée je veux pas non plus m'éterniser sur le discours de Grenoble, que si on avait le temps, il faudrait le relire et le décortiquer, et on verrait des choses extrêmement difficiles. Ensuite, avant le discours de Grenoble, à mon sens, il ne faut pas oublier, je ne sais plus, ça doit être sur la question du 11 septembre aux États-Unis. Je veux dire, ça aussi joue un rôle de déplacement important sur cette question où les musulmans sont en danger, regardez ce qu'ils font. Moi, je pense que si, avec le Patriot Act et tout ça, je pense c'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser dans les mémoires et dans les récits, qu'ils soient fictifs ou pas. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est dessiné là. Ensuite, juste en quelques mots aussi, sur les émeutes qui ont eu lieu après, dans les banlieues avec Ziad et Bouna, où à un moment donné, il y a l'intervention de la police, parce que les pères, ils étaient les parents, ils étaient en salle de prière et qu'on est venu intervenir dans une mosquée et là aussi, il y avait des émeutes. Donc, on a aussi réduit encore cette idée d'émeute ou de révolte, à dire un peu comme on a fait en 83 ou avant, sur l'idée, c'est des musulmans qui se révoltent, même si c'est pas dit comme ça, mais ça vient la même chose. Donc, c'est 2005. On pourrait, 2015, ça a été dit aussi, alors là, ça a été catastrophe parce que cette idée, elle s'est enracinée sur l'idée qu'il y a un vrai danger islamique et tout, et j'y reviendrai 30 secondes après. Et je voudrais aussi, juste en 2 mots, pas perdre de vue 2-3 points, parce que là aussi, je m'interroge sur l'idée je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu je sais plus combien de généraux qui avaient écrit une tribune pour appeler à voter Marine Le Pen. Et donc, si on regarde bien, des responsables politiques participaient de ce récit-là. Ils avaient construit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se construit pas, ça s'est pas construit en un jour, mais ça s'est construit. Et c'est pour ça que quand je parle des combats, je trouve, il faut, à mon avis, réinterroger nos luttes, nos combats, nos résistances. Il faut le faire, on est quelques-uns à le faire. Je veux dire, c'est important. Mais je trouve que elles sont pas à la hauteur des enjeux. Je le dis avec mes mots, peut-être, si je vous déçois, je vous prie de m'en excuser, mais je vais pas vous dire que c'est un vrai, parce que je trouve pas qu'il y ait les vrais combats.
Je racontais à Joël, il n'y a pas très longtemps, moi j'ai grandi avec une culture de classe, avec une idée de la... Je me reconnais pas ni en tant qu'anthropologue, ni en tant que je sais pas quoi, mais en tant que fils d'ouvrier. J'aime à dire que je suis un fils d'ouvrier. Pour moi, c'est mon identité. Je suis pas croyant, je me fous de tout ça, mais je suis fils d'ouvrier. Et à côté de ça, comment dire ça, j'ai des amis d'enfance, on a grandi avec la même lecture, le même rapport de classe, les mêmes combats, les mêmes luttes. On a combattu pour les retraites, on a combattu plein de choses ensemble. Des mouvements sociaux, on était dans presque tous les mouvements sociaux. Et là, dernièrement, ils ont décidé d'aller voter Front National. C'est des amis d'enfance, ça sont pas des gens, c'est des gens à qui ils représentent plus à mes yeux que ma famille. Ils sont des gens importants pour moi. Et ils ont décidé de voter. Et donc, bon, il y a des colères qui se passent, je discute avec eux, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui les a fait se déplacer, puisque c'est une culture. J'y reviendrai aussi 2 secondes. Je suis allé je voudrais que vous entendiez ça, et je suis allé dans un anniversaire où il m'avait invité. J'y suis allé à contre-cœur, mais j'y suis allé quand même. Et je découvrais ils avaient découvert que leurs enfants, ou leurs petits-enfants, il y avait une forme de mariage métissé. Ils avaient eu des petits-enfants. Et ils appelaient leurs petits-enfants, ils les appelaient des fragnoules, français et bougnoules. C'est-à-dire que pour leur dire, et cette lecture-là, elle est aujourd'hui propagée. Elle n'est pas simplement circoncis à un endroit, c'est pas ça. Elle est large. Et sur la question, et c'est là où je m'arrêterai un petit peu aussi, c'est sur la question de 2015, ou les attentats. Moi, j'ai vu beaucoup d'enfants, des jeunes, des quartiers et tout ça, même ceux qui se réfugient dans la religion. Ils en font pas une lutte, ils en font pas un combat. En réalité, ils s'effacent. Alors on va voir des gens qui vont dire des choses, et il y a personne qui vient infirmer leur théorie, parce qu'il y a toute sorte de gens, ils vous racontent n'importe quoi sur la religion, on l'exploite n'importe comment et tout ça, mais il n'y a pas de gens qui vont l'infirmer, et ceux qui sont dedans, ils sont dans des entre-soi, et on ne trouve plus de personnes dire autre chose. Et là aussi, il y a danger, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien. Et donc, je vois pas beaucoup de gens, et cette histoire-là, avec quelqu'un, un ami à nous, Joël et moi, qui s'appelle Sylvain Lazarus, qui est anthropologue aussi, on a mené 2 enquêtes qui me semblent significatives de ce qui a lieu aujourd'hui. Donc on a mené une enquête de 2008 à 2011, donc au moment donné, je vais parler de ça. Et il y avait un jeune garçon, je vous donne son nom, parce qu'il va apparaître partout, donc puisque je vais le nommer, il s'appelle Hakim, et qui disait, au moment donné, vous vous souvenez, où on avait jeté des sans-papiers dans la Seine, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus, c'était en 2009 ou 2010, je me souviens plus. Et donc, il disait que ce qu'on fait subir aux ouvriers sans-papiers, c'est à cause de nous. Donc je lui dis, mais ça veut dire quoi à cause de nous? Et donc il me répondait, à cause de nous, les enfants des quartiers. En réalité, puis on fouillait, nous, les enfants d'immigrés. Nous, c'est à cause de nous. On nous a accordé l'idée d'être français une fois, ils vont pas refaire la même erreur, et donc ils nous traitent en tant que sous-français, et on sera jamais français. Qu'importe que son analyse elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Si ce jeune homme se construisait avec l'idée que l'État construisait l'idée d'un ennemi intérieur, comment il pouvait construire un récit commun? Comment on partage ce récit commun? Donc des gens, c'est pour ça que je parle beaucoup de travailleurs sociaux, où on a besoin pour l'infirmer, retravailler avec eux, créer du lien et tout ça. Mais tous ces gens bon, le discours de Grenoble n'est confirmé ce qu'il disait. Il y a plein d'autres choses qui se passent aujourd'hui avec Marine Le Pen de ce qu'on entend. Moi, je crois qu'en réalité, toute cette jeunesse-là, elle a pu le récit de la lutte, elle a pu le récit de ce qu'il y a à construire en dehors des rapports communautaires ou en dehors des rapports... je parle pas de laïcité, j'ai entendu tout à l'heure laïque et tout ça, je suis pas dedans. Ils ont pu... Je pense qu'il y a quelque chose à construire avec ça, avec ces personnes, avec ces jeunes, avec leurs familles, sur quelque chose où on travaillerait sur l'idée d'un récit commun, mais qui soit propre... à nous, pas qui appartiennent à l'un ou à l'autre, mais comment on construit quelque chose de nouveau. Et c'est à mon avis, qu'il nous faut chercher et construire, et que c'est extrêmement compliqué. En tout cas, de mon endroit, c'est extrêmement compliqué.
Et donc voilà, donc cette histoire-là, parce qu'il y a des mémoires collectives, on pourrait parler de l'assassinat du jeune de Nanterre, hein, où il y a une cagnotte qui est développée par le représentant de Gargamel. Comment c'est son nom? Oui, mais je cherche Zemmour, voilà, le Messia qui était Zemmour. Et donc il disait que voilà, il y a tout un discours et qui prend forme. Et je pense qu'il faut pas sous-estimer ce qui se décide. Je crois pas du tout. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire de l'ordre de. Alors il y a des petites luttes ou des grandes luttes, qu'importe, où des gens se mobilisent, ils disent des choses et tout. Mais par rapport à la vague qui est en train de nous arriver, elle est très, très, très. Enfin, ces petites luttes, elles sont très minimes, et on est de moins en moins nombreux à oser s'afficher en force face à ce discours-là, parce que on peut le regarder autant qu'on veut. Il y a quand même rien que l'idée que le Front National, même si on l'appelle le RN, pour moi c'est le Front National, c'est une extrême droite. Elle dit c'est plus de 30%, c'est pas rien quand même. Hein. C'est pas, même si on dit il n'a pas augmenté en voix, mais les forces de gauche elles ont diminué en mobilisation. Et on peut le dire comme on veut. En tout cas, et professionnellement, dans mon travail, moi, ceci m'impacte tous les jours. Tous les jours, j'ai affaire, y compris à des amis, y compris avec des discours où où tu défendais ou ce que défendais. Les discours, ils ont cette question. Il y a un nouveau récit qui est en train de se construire et qu'il faut déconstruire tout le temps. Et c'est usant à la fin d'être tout le temps en conflit là-dedans. Et bon, après, là, je vous ai dit quelque chose un peu où ça me travaillait un peu, mais je suis quelqu'un qui baisse pas les bras et j'ai pas l'intention de les baisser et j'ai l'intention d'embêter le monde encore longtemps et de décortiquer encore plus longtemps. Et donc voilà. Et tout ça pour vous dire qu'il y a des mots, qu'il faut bien mesurer les mots. J'ai encore 1 minute? 4 minutes. Il faut bien mesurer les mots et comprendre que ces mots, ils sont pas anodins. Je parlais issus de l'immigration, je parlais de ghetto, on peut parler de zone de non-droit, on peut parler de sécuritaire, juste en 2 mots, sécuritaire. Pour moi, sécuritaire, c'est pas l'extension de sécurité avec des lois plus coercitives. Si on regarde bien ce que développe sécuritaire, c'est un mot qui appelle à la représailles, au châtiment, et pas contre n'importe qui, les pauvres, mais aussi les gens des quartiers populaires et qui sont français, mais voilà, qui sont peut-être d'origine étrangère, j'en sais rien en tout cas. Mais sécuritaire, il faut en mesurer le mot. C'est pas simplement ça. Comment on travaille dessus, comment on le réfléchit. Et donc je pense on a à éclairer sur cet ayant lieu, sur ce que ces mots disent. Et comment ils les disent, et qu'est-ce qu'ils convoquent, et comment on les travaille. Et il faut éclairer, toujours, il faut pas s'arrêter là-dessus. Et je trouve qu'on a matière à travailler, et qu'il faut trouver les formes intellectuelles et conceptuelles et pratiques pour les mettre en œuvre. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va passer au débat et aux questions. Donc, je veux bien qu'on me passe les questions. Y compris sur Zoom. Alors, première question pour Amareni. Alors, quel autre nous, entre guillemets, d'un autre récit commun de lutte à construire? Donc voilà, je vais poser d'abord cette question-là. D'accord. Et à quoi ces jeunes qui vont voter Front National vont-ils trouver un récit commun? Est-ce que nous, à la LDH, nous devons éviter de focaliser sur la religion? C'est ça? D'accord. Avec le mot islamophobie, on focaliserait sur la religion. Tout à l'heure, Vincent il parlait de la question du droit. Moi, je pense que la question du droit, elle est essentielle. C'est comment on invite à... Ça serait compliqué, parce que je travaille dessus depuis plus de 40 ans, donc vous expliquer ça en 5 minutes, c'est un peu compliqué pour moi. Je soutiens une thèse où il existe aujourd'hui un écosystème à l'intérieur des quartiers populaires dans lequel tout est mélangé. Et avec des nouvelles règles, des nouveaux. Et je pense qu'il faut construire des nouveaux rapports avec les gens, donc aller discuter et venir avec ces jeunes infirmer, que ça soit du côté, parce que si on laisse que la réponse que du côté du religieux, on se trompe. Et donc comment on peut les discuter. Et en même temps, par exemple, sur la question
je me trouve souvent avec des jeunes qui parlent de religion et tout. Bon, j'écoute, hein, ça va. Mais à un moment donné, si dans les délires où ils sont, parce que même beaucoup de jeunes ne comprennent rien à la religion musulmane. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des Arabes. On disait les Arabes. En réalité, le mot arabe est impropre en réalité. C'est pas, les Arabes, c'est qui? C'est l'Arabie Saoudite. Mais ce sont pas les Algériens, ce sont pas les Marocains, ce sont pas des Arabes en réalité, eux. Donc le mot est impropre. Donc on peut revenir sur, quand on maîtrise des choses, on vient, on discute avec eux sur, par exemple, quelque chose, moi je pense, une des choses essentielles sur lesquelles il faut travailler dans l'école et les quartiers populaires, sur la question de l'islam, c'est d'expliquer ce que c'est que le mouvement takfiriste. En quoi il correspond. Et donc ce mouvement takfiriste, parce que le mouvement takfiriste, c'est un mouvement qui appelle à tuer en premier lieu les musulmans qu'on considère comme des koufars et autres, et qui respectent pas l'islam selon les traditions anciennes. Donc c'est les premiers, c'est là-dessus que vient Daesh, c'est là-dessus. Et donc comment on est clair là-dessus, comment on parle là, et là j'ai un lieu pour parler avec eux. Comment je discute avec ça en disant mais vous savez ce que c'est. Et donc petit à petit on déplace, puis après on passe à autre chose. Parce que dans ce mouvement-là, par exemple, le prophète, c'est le premier qui a été caricaturé par les takfirs. Donc on peut discuter, mais très très vite, je vais sur quelque chose de politique, de public. Moi, la religion, elle appartient, elle est sur une question personnelle. Elle est pas. Et puis je vais pas aller sur leur terrain, je le maîtrise moins bien qu'eux. Mais par contre, d'amener progressivement sur de la politique, comment on réfléchit et comment on réorganise quelque chose. Mais cette question de takfir, elle est essentielle. C'est un peu plus compliqué. Okay. Comment? Okay. Il faut venir, en fait. Sinon, c'est pas possible. Oui. Ok. Excusez-moi, on se connaît tellement bien avec Amar. On partage des combats et des présences ensemble. Et merci beaucoup, Vincent. Et Gilles, je voulais parler quelque chose. Excusez-moi, dans le micro, oui, on y va. Oui, il y a quelque chose, je pense, qui serait intéressant à chronologiser. C'est le moment de ce que tu dis, Amar, sur ce rapport entre le travail et la question des identités. C'est-à-dire, à un moment donné, comment bascule, parce que, en fait, moi, je suis en train de travailler là-dessus, et peut-être on va faire un film là-dessus, c'est comment les jeunes des quartiers populaires deviennent surnuméraires. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on regarde dans les chantiers, etc., on n'a plus les jeunes des quartiers populaires, ni dans la restauration. On a effectivement des jeunes surnuméraires qui ne sont en lien avec aucune institution et qui créent tout un microsystème de survie qui a à voir effectivement avec des économies de survie dans lequel se jouent des questions d'identité. Et je crois que c'est intéressant de prendre la question de l'islam comme une question symptomatique. C'est-à-dire, et c'est en ça que ton travail sur les mots corrompus, que tu fais beaucoup, est très important. C'est-à-dire, l'islam est à la fois une fonction réelle, mais si on se fait enfermer dans la question de l'islam, en fait, on passe à côté d'une question fondamentale, c'est l'utilité sociale de ces jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu fais des enquêtes avec Sylvain, c'est 200 jeunes à Grigny qui n'ont plus aucun lien avec aucune institution. Ils ont 13 ans, quoi. Il faut se rendre compte. On est vraiment en train de créer des jeunes totalement désocialisés des institutions. Et donc, du coup, l'islam a une fonction à la fois réelle et symbolique de réinstitutionnalisation. Et je pense que l'intérêt de vos deux interventions, c'est de situer ça à la fois en termes de lutte, mais aussi en termes de phénomène, quoi. Si on n'arrive pas à situer le phénomène, alors on se fait soi-même enfermer dans la symptomatisation de l'islam. Et là, il y a une question politique. C'est et ce que tu disais, Gilles, est très intéressant. C'est-à-dire que reconvoquer de comment l'islam a servi symptomatiquement dans le colonial permet de travailler sur ce que moi j'appelle la jeunesse post-ouvrière, post-coloniale. C'est mon sujet depuis longtemps. Et avec Amar, on y travaille beaucoup. Mais si on qualifie pas cette jeunesse post-coloniale, post-ouvrière, on se fait enfermer dans une question où nous enferme en tant que militantisme. Et on passe à côté, en fait, de la lutte des classes. On passe à côté. Et la question surnuméraire, on va en faire un film à Dieppe. On a aujourd'hui des générations, 3 générations d'ouvriers qui n'ont plus aucun travail. Les enfants n'ont jamais connu les parents et les grands-parents en train de travailler. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que deviennent effectivement ces jeunes? Et vous imaginez les professionnels, vous imaginez les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux, ils ont été beaucoup créés ces dernières années pour amener les jeunes au travail. Alors, c'est quoi être travailleur social? C'est la question d'Amar tous les jours dans les centres de formation.
Donc, voilà, je vais arrêter parce que vous voyez que je pourrais faire une intervention et que c'est pas l'objet, mais je voulais comme réagir à ça pour dire qu'effectivement, on est sur une question qu'il faut pas prendre du point de vue de la surface visible, mais vraiment dans l'épaisseur de l'iceberg, si on veut penser du mouvement de résistance. Et le mouvement de résistance, c'est la présence auprès de ces 200 jeunes qui, aujourd'hui, de fait, n'ont plus aucune interlocution, si ce n'est la police, pour effectivement se représenter la France. Et donc, c'est cela qu'on trouve dans les chemins de criminalisation. Et réellement, bon, vous connaissez mon intérêt pour la question, mais c'est central de ne pas se laisser enfermer dans ce débat qui est porté par la droite et l'extrême droite. Je finirai juste là-dessus. J'ai écrit un article sur qu'est-ce que ça ferait si le RN arrive dans les quartiers populaires en étudiant le programme du RN. Et il y a un truc qui m'a sauté à la figure, c'était hier en discutant avec un copain cinéaste. Eh ben, si, par exemple, à Dieppe, il y a un quartier, c'est essentiellement, en gros, des franco-français. Eux, c'est tout avantage, qu'ils aient le RN, Faut voir le niveau d'avantage qu'ils vont avoir par rapport à la socialisation de leurs gamins, à l'entrée dans le travail, etc. Vous prenez le quartier de Neuville, à Dieppe, où c'est essentiellement des gens immigrés. Alors eux, ils vont complètement être hors champ, hors de la citoyenneté. Donc ça veut dire que dans les quartiers populaires, si jamais la droite dure, elle arrive, on va avoir des oppositions énormes entre les villes qui sont effectivement des villes avec une histoire ouvrière qui, malgré tout, immigrées, gardent un héroïsme, et des quartiers qui ont été aussi passés sous silence, parce qu'ils étaient franco-français, parce qu'ils étaient à la grève des dockers, etc., et qui vont être dans la revanche avec le RN. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir conscience aussi qu'à l'intérieur même des quartiers populaires, et ça je sais qu'en discutant avec les mairies communistes, c'est quelque chose que on a beaucoup de mal à y travailler. Mais par exemple, Dieppe, ça m'intéresse. Sébastien Jumel, il a été refusé parce que c'est le RN qui a gagné sur la métropole de Dieppe. Et Dieppe, c'est très intéressant. C'est vraiment cette histoire des dockers, des blancs et des immigrés. Donc, vous voyez, il faut qu'on rentre dans ces subtilités-là, et tout l'intérêt de travailler avec Amar, par exemple, c'est ça. Mais si on n'est pas dans cette présence-là, on se fait avoir qu'à l'idéologie et à l'idéologie du débat national, voire international. Donc j'arrête là, parce que vous voyez que je suis trop bavarde, et que je n'avais pas ma place d'intervention. Mais je peux pas m'empêcher de réagir. Je suis désolée. Merci. Amar, je te laisse répondre. Ah non, voilà, Joëlle a dit, elle a répondu sur des choses. Et puis là, sur un récit, pour faire... Nous, par exemple, dans le cadre des luttes, dernièrement, on a travaillé sur l'idée de l'absence des pères dans les quartiers. Donc, on a convoqué cette idée d'absence auquel je ne crois pas du tout. Mais donc, qu'est-ce que ça convoque qui? Je parlais de mots corrompus. Amar vient d'écrire un merveilleux article qui va sortir dans un numéro de... Et donc, Amar vient d'écrire un très bel article qui va sortir dans Enfance et Adolescence, où on sort 8 articles avec Olivier Douville, et je vous conseille de lire ce numéro consacré justement à ces questions-là. Moi, j'ai écrit aussi, mais c'est autre chose. Et donc, mais sur exactement cette question dont il est en train de parler. Et donc, ça, par exemple, notre idée, c'est de voir aussi aujourd'hui, là, comment on invite dans une forme de tiers-lieu les habitants, les jeunes, les personnes, et comment on réfléchit sur ces questions, et comment ils s'emparent de cette question pour qu'après, on puisse participer à construire un récit, ce que je disais tout à l'heure, un récit commun là-dedans. Mais c'est à niveau local ou agglomération, ça sera court. Donc chacun fait à son niveau, ce que disait tout à l'heure Vincent. Je veux dire, chacun fait à son niveau, voilà ce qu'on fait. Donc, et sur à quoi ces jeunes qui vont voter FN vont-ils trouver un récit commun? Mais ils en ont un de récit commun, le FN. Bah, ils en ont plusieurs. En tout cas, un, c'est sûr, c'est le grand remplacement. Mais c'est le mythe dont tout à l'heure parlait Gilles. La plupart des choses qui reposent sur le discours du RN, c'est un mythe, tout est faux. Néanmoins, il y a un discours, il y a une construction, il y a c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Et puis, il y a aussi l'idée où quelqu'un parlait des médias. Non, c'est pas ici. La question où les médias font peur, ou la question, et donc à un moment donné, les gens, ils ont besoin de se... La plupart des votes FN, dans des villages, il n'y a même pas un seul black, il n'y a même pas un seul musulman, il n'y a rien. Et donc, il y a une construction. Comment? Mais il y a la télé. Ben oui, mais il y a la télé. Et donc, on invite, et donc on construit un mythe.
Et ce mythe-là, il prend forme. Dans la crise où on est, ça prend forme. Et donc, il faut construire. Et je pense, moi, mes enfants, ils vivent sur La Rochelle, mes 2 derniers. Ils me racontent ce qu'ils entendent à l'école et comment tous les jours ils sont confrontés. Et mes enfants sont bien blancs avec des noms, des prénoms français, donc ou je sais pas, ou russes, ou qu'importe. Mais ils subissent ça tous les jours. Et donc ça prend dès le plus jeune âge. Ça prend pas à 15-16 ans. Hein. Il y a déjà des discours avant. Et donc je sais pas. C'est pour ça que je pense qu'on a un rôle à jouer dans la transmission. Il y a quelque chose à faire. Chacun le fait à son niveau. Voilà. Et puis je pense aussi qu'il y a à travailler sur c'est pas le terme que j'aime. C'est pas le mot conscientisation, c'est pas ce que je veux dire, mais trouver des outils qui permettent à ceux qui vont discuter avec les jeunes, les moins jeunes et tout, qui permettent de faire mouche, travailler bien, de donner les éléments de langage, mais pas qu'ils soient trop, quand ça ferme trop dans quelque chose de trop théorique. Là, on peut le faire un peu, mais il faut que des gens qui n'ont pas toute cette lecture puissent revenir tout doucement et recréer des interlocutions avec des gens, rediscuter, voilà. Et ça, c'est compliqué. Et après, est-ce que nous devons éviter de focaliser sur la religion? Non, je crois pas, moi. Je pense que d'abord, moi, je suis fier d'être avec vous aujourd'hui. Je veux dire, je trouvais que c'est important. Et puis, c'est rassurant pour des gens, parce que là, moi, je l'ai fait passer votre invitation. Je l'ai fait passer. Tous les jeunes de Grigny vont l'avoir. En disant, voilà, il y a quelque chose qui se dessine et qu'ils sont pas tout seuls, qu'il y a des gens et que la Ligue des droits, elle est là, elle travaille, elle œuvre et qu'ils sont pas tout seuls enfermés dans j'allais dire entre guillemets, dans leur misère. C'est pas ça. Il y a des gens qui travaillent et qui doivent entendre. Et donc, mon rôle à moi, en tant que passeur, cette fois de leur dire, bah, t'as vu, il y a eu ça, il y a ça qui s'est passé. Alors, ils y verront pas tout de suite, mais après, ça imprègne. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Fabienne? Oui, moi je partage complètement vos interventions. En fait, et sur la question du récit. En fait, je vais l'illustrer à partir de mon histoire personnelle. Moi, mes beaux-parents, ils sont arrivés d'Algérie, analphabètes. Et quand ils sont arrivés, mon beau-père était mineur. Et en fait, c'est la CGT qui a fait son intégration. Et quand il a eu la nationalité française, il m'a dit, Fabienne, il faut que tu me trouves le bulletin de vote qui correspond à la CGT sur le plan politique. Mais en fait, c'est des choses qui sont simples, mais qui ont beaucoup de signification. Et donc, ce qui fait qu'à l'époque, l'immigration de l'époque, elle arrivait, et c'était le travail qui favorisait l'intégration sur des lieux où il y avait la conscience de classe qui se développait, en fait. Alors que le problème aujourd'hui, c'est que en même temps que le regroupement familial s'est fait au moment où on est rentré dans une période de chômage de masse, au moment où il y a eu la casse de tous les bastions industriels, la métallurgie, la navale, les mines, etc. Et c'est pas reconstituer des organisations qui ont permis dans le tertiaire de pouvoir réorganiser les salariés, ce qui fait qu'après ça conduit à l'ubérisation, ça conduit à des tas de trucs, et ce qui fait qu'il y a pas de lieu où collectivement on peut se retrouver. Donc on se retrouve collectivement sur d'autres thématiques, où on retrouve de la fierté quand on subit le racisme, parce qu'en fait il est nié, le racisme anti-arabe. L'islamophobie, elle est niée en permanence. Au-delà du langage des mots, c'est la négation de cette humiliation permanente. Et donc en même temps, je pense que la question du récit, c'est aussi de redonner la fierté à ceux à qui on fait baisser la tête. Parce que et en même temps, je pense qu'il faut créer des ponts, y compris entre ceux qui des fois aussi dénient aux blancs le fait de vouloir s'engager dans le combat antiraciste. Parce que moi, un jour, on me l'a dit, moi, ça, que j'étais pas légitime. Mais en même temps, je suis parfaitement légitime à en parler. Quand mon fils Malik, la veille de ses 4 ans, il me dit, maman, la mère de Fabien, elle a dit qu'on n'allait pas chez les petits arabes, il viendra pas à mon anniversaire. Et le père Adonovan en dit qu'il viendrait pas à mon anniversaire parce que je suis marron. Voilà. Et ensuite, le discours de Grenoble, on l'a intégré dans la famille parce qu'en fait, il y a le père d'une élève qui a demandé à ce que sa fille soit plus assise à côté d'une petite racaille parce qu'il s'appelait Malik. Et donc ça, bien sûr que ça c'est pas dans les statistiques.
Et la hiérarchisation du combat de la lutte contre l'antisémitisme et le racisme anti-arabe qui est nié et l'islamophobie de même, ça provoque aussi des tensions dans la façon dont assumer sa dignité. Et donc après, je suis d'accord avec ce que dit Joël aussi. Donc le problème, c'est que c'est une question d'ensemble. Et moi, même si je suis pas toujours d'accord avec Mélenchon, parce que moi, je suis pas. Mélenchon, il a une qualité, c'est que lui, depuis 2012, il a essayé de reconstituer un récit. Et quand vous alliez dans ces meetings, il redonnait la fierté aux ouvriers et il redonnait la fierté à ceux qui venaient de l'autre côté de la Méditerranée. Et le discours de Marseille en 2012, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à accrocher parmi la jeunesse des quartiers populaires qu'en fait, on pouvait parler d'eux, en fait. Et le problème, c'est que reconstituer un récit commun, c'est pouvoir reconstruire un nous, mais qui, pas simplement un nous sans saveur et inodore, en fait, un nous qui redonne de la fierté à tous et qui redonne de la dignité et qui montre qu'on peut avancer ensemble. Alors, oui. Juste pour rappel, à la LDH, on le dit toujours, il n'y a aucune hiérarchisation des luttes et on ne divise pas le combat antiraciste et on ne met pas de hiérarchisation entre les luttes contre l'antisémitisme, l'islamophobie, l'afrophobie, l'antiziganisme ou le racisme anti-asiatique. On lutte en solidarité contre tous les racismes et contre toutes les oppressions. Alors, je vais laisser les intervenants réagir justement. Qui ont été dit. Ouais, non, je veux bien rebondir sur un truc, mais enfin, je suis pas du tout. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais c'est vraiment pas tout mon champ de compétences, donc je vais pas du tout. Non, par rapport à ce qui vient d'être dit, tu disais, je sais plus où elle est partie. Bon. Ouais, Fabienne, voilà, mais elle a bougé de place, c'est pour ça. Voilà. Qui disait, en gros, le discours de 2012, on a parlé d'eux. Bon, c'est bien, mais je pense que l'enjeu maintenant, c'est que ce soit les personnes qui parlent d'elles-mêmes et pas seulement qu'on parle d'elles, quoi. Voilà. Et ça, c'est un enjeu important, y compris par rapport à ce que dit Amar, par rapport à aussi, voilà, l'histoire de l'islamophobie. Un des enjeux, par exemple, sur la question des collectifs de mamans par rapport à la circulaire Châtel en 2012, ça a été que, en gros, des sujets politiques qu'on ne voulait pas voir, c'est-à-dire des femmes musulmanes, pouvaient prendre la parole, pouvaient s'organiser, pouvaient revendiquer, pouvaient construire des discours politiques, s'appuyer sur la tradition d'égalité des droits, etc., etc. Et ça, je pense que c'est voilà, c'est un enjeu majeur. Et c'est pas donc ça c'est une première dimension. La deuxième dimension, c'est que par ailleurs, tous ces personnes-là, ces militants qui s'investissent sur ces questions-là, ils sont tributaires d'une répression des fois claire, comme j'ai dit, mais aussi d'une répression plus discrète. Et par exemple, les questions qui touchent le monde associatif et certaines associations, notamment celles qui sont qui agissent uniquement, par exemple, à l'échelle municipale, elles sont toujours tributaires des rapports de pouvoir qu'il peut y avoir au sein des municipalités. En gros, qu'il faut pas dire un mot plus haut que l'autre. Toujours la question de l'indépendance du monde associatif par rapport aux institutions, il est toujours extrêmement menacé. Et ces enjeux-là sur la lutte contre l'islamophobie, ils sont particulièrement prégnants. D'autant plus que on a un jeu où beaucoup de médias sont très à l'affût la moindre petite chose. Donc un micro événement local peut devenir une affaire nationale. Et là-dessus, au mieux, les élus sont plus que frileux. La plupart du temps, ils sont même carrément répressifs. Et ça aussi, c'est un enjeu d'un point de vue démocratique. C'est-à-dire que la lutte contre l'islamophobie, c'est aussi la question de laisser le droit à certains acteurs de la société française de pouvoir s'exprimer. Et depuis toujours, on n'empêche qu'ils s'expriment. Et le dernier élément, c'est, je disais qu'il y a des avancées et il y a des reculs. Moi, je suis
pas optimiste ni pessimiste. Enfin, j'essaie de, mais c'est vrai que j'essaie de pas trop me poser la question comme ça parce que je saurais quelle est ma réponse. Mais effectivement, par exemple, en 2019, on a cette marche qui, à mon avis, a été un marqueur important. En 2025, la seule initiative un peu qu'il y a eu après l'assassinat dans une mosquée d'un musulman, il y a eu une micro-manifestation à Paris et puis point barre. Voilà. Donc ce rapport-là aussi, il est voilà, il fluctue et il n'y a pas on va dire de voie royale qui ferait que les choses iraient beaucoup mieux, au moins dans nos capacités à nous mobiliser là-dessus. Je parle pas des reculs au niveau du champ politique, mais voilà. Vas-y. Alors, moi, j'ai noté que aucun de vous n'avait cité le mouvement des indigènes de la République, devenu le pire. Pourtant, sa place dans le mouvement antiraciste en France est important. Pour mémoire, la une de Marianne, qui les situait comme les nouveaux racistes de la République. Ils ont, en tout cas, l'appel des indigènes a permis. Pardon ? Pourtant, l'appel des indigènes a permis de resituer la question du point de vue justement de la position de l'indigène et du code de l'indigénat, qui a été quand même, pour moi, une des racines de l'injustice, des injustices faites aux racisés dans ce pays. Je crois que c'est vraiment essentiel, au-delà de la question effectivement du rapport à l'islam, la question des racisés aujourd'hui. Je pense qu'il y a un décryptage et une lecture à faire au niveau de la question indigène. Alors ça, c'est peut-être plus pour vous et pour toi, Gilles. Moi, je suis médiéviste de formation, alors plutôt littéraire, pas historienne, et j'ai travaillé sur le sujet de la haine de l'autre avec une majuscule, et notamment sur les chansons de gestes du cycle de Guillaume d'Orange, où on voit apparaître, donc c'est pas le musulman, à cette époque-là, ils sont nommés comme étant les Sarrasins. Et dans le travail littéraire que j'ai eu l'occasion, pour ma recherche à moi, de faire, c'est vrai que la façon dont les Sarrasins étaient caractérisés, ils sont pour le moins absolument effrayants. J'ai beaucoup travaillé sur notamment leur aspect physique. Donc il me semble que, sachant que évidemment les paysans n'avaient pas trop la possibilité de lire les chansons de gestes et ce que ça pouvait développer dans leur imaginaire, ce qui fait que pour moi il n'y a pas besoin d'y avoir d'étrangers, d'arabes, de musulmans autour de soi pour effectivement développer une haine de l'autre d'une façon générale. Et la dernière chose, en tant que coprésidente du collectif féministe pour l'égalité, je m'adresse à Vincent. Je crois que la question, j'en ai parlé hier, la question féministe par rapport à l'islamophobie, elle est quand même essentielle, puisque notamment, je le répète, les féministes matérialistes, dès le départ, pour répondre par exemple au féminisme de Caroline Fourest, se sont vraiment positionnés très clairement, notamment contre la loi du 15 mars 2004, et ce collectif des féministes pour l'égalité a été important en tout cas dans le paysage féministe, je veux dire révolutionnaire de ce point de vue-là.
Enfin, je veux bien prolonger, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit. Je ne veux pas me prononcer sur les indigènes de la République. Je pense que c'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Mais par contre, ce que je souhaite, enfin, dans la suite de ce qui vient d'être dit, on assiste dans les années effectivement 2010 à une recomposition, transformation, évolution des mouvements antiracistes qui a différentes modalités d'existence, différents thèmes, etc., avec effectivement une modalité plus intellectuelle, interventionniste, hein, comme ça a été le cas des indigènes de la République, avec une modalité plus activiste qui a pu voir le jour, par exemple, autour des violences policières, le comité Adama, etc., une modalité plus s'inscrivant plus dans l'histoire des luttes de quartier, donc le Front Uni des quartiers populaires, etc., et effectivement, avec plein de concurrences, divergences dans tous ces acteurs comme dans tout mouvement social, mais aussi beaucoup de convergences. Et une des convergences, hein, c'est pas la seule, mais effectivement la question de l'islamophobie et la question des violences policières ont été des vecteurs majeurs. Sans doute, et c'est pour aussi faire écho avec ce que disait notre personne avant, avec sans doute une difficulté, mais c'est pas une critique hein, quand je dis ça, mais c'est plutôt une conséquence de la transformation de la société française, à faire complètement le lien avec la question du travail, des discriminations au travail, des conflits de classe, etc. Voilà, aussi parce que il y a une espèce d'évaporation des identités au travail qui est pas simple, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que, les héritiers de l'immigration sont pas non plus encore homogènes socialement. C'est effectivement, il y a ceux dont vous avez parlé, des jeunes qui ont eu une scolarité courte, qui n'ont pas d'avenir professionnel, etc. Il y a aussi des petites réussites, enfin des petites trajectoires d'ascension sociale. Bon, voilà, c'est pas juste, on n'est pas juste dans la reproduction stricto sensu de la classe ouvrière des années 70 quand même. Voilà, donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Et dernière chose, effectivement, par rapport à ce que tu disais sur le collectif des féministes pour l'égalité, oui, dans cette reconfiguration de l'antiracisme et en particulier des débats autour de l'islamophobie, ça, de toute façon, ça a suscité des débats partout à gauche, on le sait bien, enfin à gauche au sens large, hein, pas au niveau des partis politiques. Les féministes, comme les autres, ont été impacté. Bon, moi, j'avoue, une des premières manifestations du 8 mars que j'ai fait en arrivant en région parisienne, ça devait être en 2004 ou 2005, où des femmes voilées étaient chassées de la manif par des féministes. Hein. Donc, bon, on a de ce point de vue-là, c'est là où je dis qu'on a un petit peu évolué. Voilà. Bon, c'est pas forcément, on n'a pas forcément fait des énormes pas en avant, mais j'espère, je crois, mais je peux me tromper, que ce cas-là que cette situation-là ne serait plus possible. Mais voilà. Mais Hanan, tu diras ce que tu en penses. Je peux dire un mot sur ce qu'a dit Louisa à propos du manifeste des indigènes de la République de début 2005. Un certain nombre de gens l'ont signé, dont moi. Dont Malika Rahal, par exemple, la directrice de l'IHTP, qui vient de publier un bouquin intéressant sur son propre parcours de vie, dont Rachid Benzine, par exemple, qui l'a signé aussi en 2005. Bon, mais qu'est-ce qu'il soulevait les problèmes? Il avait donné pas mal de débats, y compris avec des gens de la CGT et des gens, y compris au sein du Parti communiste. Tu l'as signé aussi, bon. J'en ai pas honte, mais d'autres amis me disent, si tu l'avais bien lu, tu l'aurais peut-être pas signé parce que on pouvait deviner la suite. Et la suite, ça a été quoi? Ça a été la formation d'un groupuscule, alors qu'il proposait des assises pour qu'un tas de gens discutent de l'indigénat ancien, si je puis dire, colonial, et de ses traces aujourd'hui. Des assises pour qu'on discute. Et puis ça s'est pas du tout passé comme ça. Ils ont fait un groupuscule, le Parti des indigènes de la République, le pire, qui s'est beaucoup disputé entre eux, beaucoup de gens en sont partis. Il y a plus de gens qui en sont partis que de gens qui y sont restés. En tout cas, et puis même Ouria Boutelja
a fini par en partir pour faire le QG des coloniales. Bon, alors c'est une pagaille totale et c'est des promesses intéressantes, mais non suivies d'effets. Les assises ont eu lieu, là, à Créteil, en 2002. Oui, mais pas du tout comme elles étaient présentées au départ, comme quelque chose de très large. C'était quelque chose de très étroit. Le mot assise est peut-être conservé, mais pour former un groupuscule. Le pire était un groupuscule. Bon, c'est pas le sujet, mais il y avait des difficultés. Je voulais juste réagir au fait que, bon, il y a des interventions qui renvoient, à mon avis, au sujet qu'on va avoir tout à l'heure, qui est le sujet antisémitisme, islamophobie, comment sortir des logiques concurrentielles. C'est un peu ça le but. Et où on voit bien l'utilité de ce sujet qui va être traité, parce que il y a des choses qu'il faut contextualiser historiquement. Des gens parlent, moi je pense par exemple aux Juifs d'Afrique du Nord qui sont arrivés en même temps que beaucoup de leurs frères et sœurs musulmanes des différents pays du Maghreb. Je pense qu'ils ont subi un racisme qui ressemblait beaucoup au racisme que subissaient les musulmans, parce que ce n'étaient pas les Juifs auxquels les Français étaient habitués. Ils étaient assez différents. Hein. Je peux en parler puisque j'en fais partie, puisque les gens parlent de leur histoire. Bon, ben, j'y vais. J'en fais partie. Et je sais très bien, pour avoir été une petite fille dans ce pays, à l'école, etc., que j'ai été traitée à la fois comme une Juive et comme une Arabe. Et du coup, ça c'est mon histoire personnelle, mais c'est surtout pour dire à quel point, en fait, il y a aussi des points de rencontre, de croisement, etc., et des expériences communes. Et du coup, les notions de hiérarchisation, les concurrences victimaires, etc., peuvent être problématiques, même si, par ailleurs, on peut dire qu'à certaines périodes données, certaines catégories sont beaucoup plus racisées. C'est pas du tout la question. Ouais. Comment? Non, mais je voulais répondre quand même à quelque chose. C'est la table ronde d'après, mais ça n'empêche pas que je vais finir quand même mon intervention sur la hiérarchisation, parce que c'est aussi plus général. Par exemple, les Roms, Tziganes, etc., sont le groupe le plus discriminé et le plus racisé dans ce pays. Or, jamais personne ne dit qu'on n'en parle jamais, alors qu'on n'en parle jamais, et que jamais il n'y a jamais eu de grande manifestation suite à 7-8 ans. Oui. Tu es historien, donc tu trouveras toujours que je dis quelque chose. Non, mais ce que je veux dire, même si Sarkozy a dit de manière générale, il n'y a pas de mobilisation dans la société. Non, mais c'est un truc, je le constate. Je dis que donc c'est pour ça que les questions, quand on pose toutes les questions, quand on fait certaines affirmations, il est très important de tout contextualiser et aussi de revenir un petit peu sur le temps long et de revenir sur des choses communes, et en particulier les rapports à l'intégration, l'assimilation, quand est-ce qu'on peut être reconnu comme un vrai Français ou pas, le soupçon de ne pas être tout à fait français, etc. Ça, c'est quelque chose que toutes les minorités, les groupes minoritaires dans ce pays ont vécu, et dans d'autres pays, etc., voilà, qui vivent encore, et de façon distincte, selon les périodes historiques, selon les contextes, etc. Et pour sortir de polémiques qui ne nous font pas avancer, il faut qu'on en passe par ce processus de réflexion-là, et ce processus de connaissance. C'est d'ailleurs le but de nos journées. Voilà. Merci. Ça va être très rapide. Moi, je parle de militant des quartiers populaires que j'étais il y a quelques années. Et pour moi, la question essentielle, c'était, on parlait de récit commun. Il ne peut y avoir un récit commun que s'il y a un faire commun, un agir commun. Donc, du coup, pour moi, la question était, quelque part, de faire du syndicalisme de quartier. C'est-à-dire,
effectivement de travailler les luttes, d'être dans les luttes avec les habitants autour du logement, c'était un problème important, la présence policière beaucoup trop importante, la question des transports, etc. Et ce faire commun, évidemment, ça allait de soi, faisait qu'il y avait un récit, il y avait des fêtes, il y avait etc. Et il y avait une fierté. Le souci, c'est que petit à petit, il est devenu très difficile de vivre dans ces quartiers. Moi, j'habitais les Mureaux, quartier des musiciens. Ma tour a été une des premières tours implosées, 17 étages. Très, très difficile d'y vivre. Enfin, bon, donc, je suis partie. Et la problématique, me semble-t-il, elle vient quand même de là. C'est que cette politique de séparation des quartiers, c'est Valls qui disait apartheid. Mais on y était dans l'apartheid. Et le souci, c'est que tout le monde le sait, mais qu'on continue. Aujourd'hui, on continue et on poursuit avec les derniers arrivés. On n'a pas tiré conséquence de tout ça. Avec les derniers arrivés, on fait exactement la même chose. Donc la question de l'organisation territoriale, elle est pour moi fondamentale. Fondamentale. C'est tout ce que je voulais dire. Contre la prochaine fois, pourquoi je suis d'accord, mais quand je parlais de récit commun, la question de récit commun, je parlais récit commun, une politique pour tous. C'est-à-dire que le récit commun, il ne doit pas concerner simplement les habitants des banlieues ou simplement les jeunes originaires d'Afrique ou je sais pas d'où ou qui seraient musulmans ou pas. Je pense que cette question de l'islamophobie ou de toutes les formes de racisme, elle doit être une question pour tout le monde. Elle peut pas être catégorisée à un groupe. C'est pour ça que je parlais de récit commun. Voilà. Oui, je suis d'accord. Mais voilà, c'est comment on travaille une politique pour tous. Je crois qu'il y avait une dernière intervention de Hanan. Ouais, merci. C'était pour compléter un peu ce que proposait Vincent. C'est-à-dire que je comprends tout à fait l'intervention de Louisa, dans le sens où, sur la lutte contre l'islamophobie, le mouvement du MIB puis du PIR ont été initiateurs de la centralité de cette question. Ils ont politisé la question de l'islamophobie. Et je pense que effectivement, on peut pas l'oublier, parce que les forums contre l'islamophobie qui ont eu lieu ici à Saint-Denis ou encore, je pense, ils ont invité ce débat, notamment même à Nuit debout, par exemple, alors que c'était complètement en dehors de la question. C'est-à-dire que même si, il me semble, c'est l'article 2 de la loi travail porte sur la question, je l'ai présenté hier, sur les signes religieux, c'est passé vraiment en dehors des radars de Nuit debout. Et sur la question des féministes, moi je pense, parce que je dis ça parce qu'on est sur la question des luttes pour l'égalité. Je pense que à la fois d'un point de vue historique et de la construction de la lutte contre l'islamophobie, la question du MIB puis du PIR est importante en termes de moteur de la politisation de cette lutte, mais également les féministes, et ce que tu disais tout à l'heure quand tu es arrivé à Paris en 2004, et ce qu'on voit aujourd'hui avec un vrai tournant autour des années, justement grâce à cette politisation, autour des années 2015, où il y a eu un vrai effet à la fois générationnel, ça c'est très clair. Je sais plus qui parlait de ça hier, mais si on regarde le rapport de la CNCDH sur l'indice de tolérance, on voit très bien que sur cette question-là, il y a une question générationnelle. C'est la même chose avec les féministes. C'est-à-dire que ce que disait hier Vincent sur les gens qui sont autour de lui, qui sont un peu plus ouverts ou quoi, c'est vraiment très générationnel. C'est-à-dire la question de l'intersectionnalité qui... Alors, là, c'est un autre point sur ce que tu disais sur Maman toutes égales, et tu as parlé du biais séculariste. Faut pas oublier que toutes ces luttes, tu as parlé de celles qui ont été disqualifiées, de celles qui ont pu avancer. Il y a eu une stratégie. On l'a écrit avec Samir Hadj-Belkacem sur la question de des mamans accompagnatrices, qui a été de jouer de jouer, c'est une stratégie de lutte, comme toutes les stratégies questionnent. Est-ce qu'on parle de la question de la classe? Est-ce qu'on parle de la question féministe? Là, avec ce que tu as dit, c'est-à-dire la figure de la mère universelle, qui efface toute question liée à l'islam. Et ça a été le tort, j'allais dire, du MIB puis du PIR, que de focaliser sur les mots qui font mal.
eux, les mamans toutes égales et tous ceux qui ont suivi, parce que ça a été tout un réseau, se sont concentrés sur l'invisibilisation du référent religieux dans cette lutte pour l'égalité. Et donc on voit bien comment c'est devenu audible, notamment quand elles ont interpellé Najat Vallaud-Belkacem, parce que la plupart des ministres ne voulaient pas s'en occuper, même si elles étaient reçues par les chefs des cabinets. C'est le fait qu'il n'y a pas de référence à l'islam et à l'islamophobie dans ces luttes, que c'était une lutte pour l'égalité, que il y a eu une certaine, j'allais dire même, peut-être tu as d'autres informations là-dessus, mais qu'il y a eu même comment dire, des alliances possibles d'un point de vue politique. Et autre chose, on a parlé de Mélenchon, mais Mélenchon, Vincent le rappelait hier, et c'est pas pour parler de débat politique ou quoi, c'est que sur la question de l'islamophobie, il n'était pas tout à fait au clair jusqu'au 2017, il me semble. Vous avez dit 2012, je sais pas pourquoi vous avez dit 2012, mais vous avez peut-être d'autres éléments. Ok, antiraciste, mais sur l'islamophobie, il n'était pas tout à fait encore dans le truc, et c'est là où, encore une fois, la question des alliances avec les mouvements antiracistes sur cette question-là, et de montrer comment la lutte contre l'islamophobie était une lutte pour l'égalité, une lutte antiraciste, a été important et a changé quelque chose. Et ça se fait notamment avec ces acteurs qui étaient là et disqualifiés et décrédibilisés d'un point de vue politique, qui ont permis en fait d'en faire. Aujourd'hui, il y a la LFI qui prend position, il y a les écologistes également qui prennent position, et ça dit quelque chose aussi de ce que tu disais sur la marche contre l'islamophobie de 2019. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a été complètement criminalisée? Le fait qu'il y ait des acteurs religieux dedans. C'est-à-dire qu'on a parlé d'islam, ce qui n'a pas été le cas dans la marche pour la dignité en 2015. C'était une marche commémorative de lutte pour l'égalité, mais aussi contre les crimes policiers. Donc à chaque fois que le référent islamique était mobilisé, il y a En fait, c'est exactement ce que tu dis sur les grèves automobiles. C'est-à-dire que là, on voit un continuum complètement sur quand le référent islamique est mobilisé, en face, c'est pas possible. Voilà. Et donc, pardon, Sur Mélenchon et la France insoumise, je pense que les Ouïghours sont des musulmans. Et je pense qu'ils ne sont pas spécialement bien traités. Voilà. Alors, très rapidement, je reviens un peu en arrière. 2 minutes. Même pas. Parce que on parle du mouvement féministe en général, et même en 2005, dans les manifestations, il y a des groupes de féministes, ou qui se disent féministes, qui ont voulu évacuer des femmes à foulard, mais entre nous, ça a été une bagarre. Alors, puisqu'on fait on fait du personnel, moi, j'ai agressé une femme, je dirais pas de quel groupe, parce qu'elle agressait une femme qui avait un voile. Donc il faut pas généraliser, c'est comme on peut pas dire les musulmans en général, ou les maghrébins, ou les chinois, et on met dedans, voilà. Voilà, mais ça existe, mais il faut quand même pas généraliser, parce que c'est un mouvement, aujourd'hui, c'était moins clair que hier, où ça a été très bien, voilà. Même pas 1 minute. Dire Alors, un mot oui, de conclusion, mais... Vincent. Non, mais juste un mot de conclusion, en fait. mais qui a été un peu énoncé par Hanan, sur la question qui était évoquée aussi sur les identités de classe, le rapport au travail, etc., et la visibilité ou non du référent islamique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs problèmes. C'est qu'il y a effectivement le fait que toute pratique musulmane est perçue comme une forme d'identitarisme, de nécessairement revendication, plutôt que juste comme une pratique, on va dire. Bon, ça, c'est un vrai problème déjà qu'il faut vraiment combattre. Le deuxième truc, c'est qu'à partir du moment où effectivement les luttes pour l'égalité sont obligées pour être légitimées de taire toute référence à ces pratiques-là, on a toujours un problème, quoi. Voilà. Et ça, il faut qu'on y réfléchisse. Et le dernier truc, c'est peut-être que c'est pas ce que vous avez voulu dire, mais je suis attentif à ne pas penser que, en gros, il
il faudrait reconstruire une identité de classe pour supplanter ce qui serait une identité musulmane. Je pense que les choses sont beaucoup plus... Non, je sais bien. Mais voilà, mais ça, on peut entendre ça dans certains courants très un peu classiques dans le marxisme, etc. Bon, voilà, je pense que les choses sont beaucoup plus subtiles que ça, que les choses se mêlent, et qu'il faut plutôt travailler à ces frottements, on va dire, plutôt que à dire qu'il faut qu'il y ait une identité qui soit la plus importante par rapport aux autres, quoi. On n'est jamais constitué d'une seule identité de toute façon. Je sais pas comment, parce qu'il y a plein de choses riches dont je sais pas, il faut que je vais faire vite aussi. On est au moins d'accord sur un point, en tout cas on part sur un consensus, c'est qu'il existe une islamophobie. Et oui, mais c'était pas si évident que ça il y a encore quelques années de ça, je veux dire. Et donc là, il y a un consensus, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Déjà, c'est une marche supplémentaire vers quelque chose de nouveau. Après, bien sûr, il faut définir. Il y a des choses qui ont été dites, j'ai entendu, sur l'idée que la question de l'islam, elle peut pas appartenir qu'aux musulmans. Et ça, il faut trouver les formes ou comment on le réfléchit. Ou sinon, parce que à l'intérieur même de personnes de confession musulmane, eux aussi, ils pratiquent quelque chose quelque chose qui correspond pas à ce que j'ai entendu ici et ce qu'on veut défendre. Donc la question, c'est comment on peut construire là. Je pense qu'il y a des choses à faire et qu'il faut essayer d'être le plus honnête et plus, en tout cas, d'essayer de réfléchir les choses. Enfin, il y a quelqu'un qui avait posé une question, je m'en arrête là, c'est sur la question des travailleurs sociaux, je ne sais pas qui l'a posé tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travailleurs sociaux, d'enseignants, qui ont rejoint les rangs de l'extrême droite. Et on aurait tort de le sous-estimer. Et donc compte comment 23%. Ben, vous vous rendez compte, c'est énorme. Et donc comment on travaille cette question et tout. Moi, je pense que c'est des questions... il faut resserrer. Je parlais tout à l'heure de la question du takfirisme. Je pense qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus. Il faut qu'on se concentre, qu'on regarde bien ce qui est dit, comment il est dit, et ça permet de dénouer cette question des rapports entre les uns et les autres, parce que c'est un mouvement politique qui dit des choses, qui invite à la guerre, qui fait des choses comme ça, et qu'on peut pas dire ça n'existe pas, et que c'est d'aider les gens parce qu'ils ont le sentiment, pas parce qu'ils ont le sentiment, parce qu'ils sont agressés, parce que de par leur confession ou par leur couleur de peau, je sais pas, à un moment donné, il faut qu'on puisse aussi les éclairer, les aider à mener, bien sûr, ou sinon on reste sur des replis qui deviennent compliqués. Parce que voilà, c'est ça, juste dire ça. Je pense qu'il y a un consensus qui s'est exprimé à travers un certain nombre de débats et de désaccords ponctuels sur certains points autour de revendiquer un véritable universalisme dans la défense des droits de tous. Donc on est contre l'antisémitisme, on est contre l'islamophobie, on est contre toutes les formes de racisme et de discrimination, et c'est la tradition de la Ligue des droits de l'homme. Le premier manifeste de celle-ci, 1898, le condamné disait, citation, le condamné de 1894, c'est-à-dire Alfred Dreyfus, n'est pas plus juif à nos yeux qu'un autre à sa place ne serait protestant, catholique ou philosophe. Ça, c'est... Comment ? Voilà, donc c'est une aspiration universelle dans la défense des droits des individus, et donc je pense que c'est ce qui nous réunit.